Mesdames et messieurs, bienvenue dans Malinov, votre magazine qui parle de technologie, de digital, de science, de fintech, d'agritech, bref, on parle d'innovation ici. On se retrouve juste après le sommaire. Pour les amoureux du sport, nous vous présentons Fitness Stats, une application sportive qui vous résume vos activités physiques de la journée, vos nombres de calories brûlées, le nombre de pas d'exercice enregistrés, le tout sans info bateau. Invité ce soir, nous recevons Mahamadou Kouma, entrepreneur à la tête de Net Design, une agence de digitalisation qui accompagne les entreprises et institutions dans leur transformation digitale. Nous en saurons plus tout à l'heure. Apple relance la course à l'innovation avec son futur iPhone 17R, annoncé comme le plus fin, jamais conçu mais déjà scruté pour ses risques de fragilité. Derrière cette quête de finesse se cache aussi une révolution industrielle, car pour la première fois, toute la production sera assurée dans un autre pays, marquant un tournant stratégique pour réduire la dépendance à la Chine et sécuriser la chaîne d'approvisionnement. On en sait plus dans cet élément. Apple ose encore une fois. Selon Mark Gurman, l'iPhone 17R marquera un tournant audacieux dans l'esthétique de la marque, en d'autres termes, plus fin, plus léger et peut-être un peu trop. À moins de 5,5 mm d'épaisseur, ce nouveau modèle attendu en septembre pourrait raviver le spectre du Bendgate des iPhone 6 où la quête de finesse a mal tourné. Pour plus de précision, Bendgate est un terme popularisé en 2014 pour décrire la controverse selon laquelle les smartphones haut de gamme, notamment l'iPhone 6 Plus d'Apple, pouvaient se plier sous une pression normale dans une poche de pantalon, causant des problèmes d'intégrité structurelle ou de fonctionnement d'écran tactile. S'arrêter seulement à un design minimaliste n'est pas Apple. C'est tout un cycle d'innovation qui s'enclenche avec l'iPhone 17R qui lancera une trilogie ambitieuse qui se poursuivra en 2026 avec un premier modèle pliable, puis en 2027 avec un iPhone révolutionnaire pour célébrer les 20 ans de la gamme. Dans les détails des choix technologiques, le 17R devrait se contenter d'un seul capteur photo arrière intégré uniquement d'une eSIM et d'une batterie plus compacte. Pour compenser la baisse d'autonomie, la firme compte sur sa puce modem maison, l'Apple C1, déjà réputée pour son efficacité énergétique sur l'iPhone 16, un pari technique en équilibre avec finesse et performance. Mais voilà, Apple ne mise pas que sur le design. D'après plusieurs sources, c'est en Inde que seront assemblés à terme l'intégralité des modèles de l'iPhone 17, y compris les versions Pro. 5 usines, notamment Foxconn et du groupe Tata, sont mobilisées. Cette stratégie, confirmée par des informations récentes, s'inscrit dans une volonté d'aller outre la dépendance à la Chine et de sécuriser sa chaîne logistique face aux tensions commerciales, notamment avec les États-Unis. Tout en flirtant avec son passé problématique, Apple dessine un futur ambitieux. D'un côté, il mise sur la finesse et l'innovation disruptive. De l'autre, il sécurise son approvisionnement via l'Inde. À la croisée de défis industriels et de tensions commerciales, le prochain iPhone s'annonce comme un vrai test pour l'équilibre de la marque entre audace et fiabilité. En Asie, la technologie est à un autre niveau de développement les plus élevés au monde. Cette démonstration de force a été faite dans le cadre du salon Pet for Asia. Ce salon met en avant les innovations technologiques destinées aux animaux de compagnie. Parmi les technologies présentées, des systèmes automatisés qui permettent aux propriétaires de gérer l'alimentation de leur animal à distance. L'exemple est une cabine intelligente pour chat équipée d'écrans interactifs. Cette cabine permet au propriétaire de contrôler son animal via une application mobile et même de traduire la voix humaine en langage félin, qui est une combinaison complexe de vocalisation, de langage corporel, c'est-à-dire les yeux, les oreilles ou encore la queue, et de marquage permettant aux chats de communiquer leurs émotions, leurs besoins et leurs intentions. Via l'application, le propriétaire de l'animal peut lui envoyer un message. Celui-ci sera traduit par la cabine intelligente en langage chat et envoyé au chaton. Une autre technologie est un smartphone pour animaux de compagnie offrant une communication vocale bidirectionnelle, des interactions ludiques et un suivi de santé basé sur l'intelligence artificielle. Mieux encore, des appareils de suivi autonomes basés sur la vision, capables de reconnaître et d'éviter les obstacles pour une surveillance précise des animaux. En Chine, la technologie est de plus en plus intégrée dans les soins des animaux pour offrir plus de commodité, de divertissement et un meilleur suivi de leur bien-être. En 2024, 120 millions d'animaux de compagnie ont été recensés dans les ménages, une forte augmentation comparativement aux précédentes années, notamment en Asie.
Pendant ce temps, le marché de la consommation lié aux animaux de compagnie dans le pays dépasse désormais les 300 milliards de yuan, environ 42 milliards de dollars. La 27e édition de la Paid for Asia a battu des records avec plus de 310 000 mètres carrés d'espace d'exposition et plus de 2500 exposants. Dans nos précédentes astuces tech, nous avions abordé entre autres des failles de l'application santé initialement installée sur nos iPhones. En vrai, elle pourrait encore s'améliorer, on l'a démontré à plusieurs reprises. Dans cette rubrique aujourd'hui, on atteint le top avec une application sportive précise, concise et intuitive qui vous résume vos activités physiques de la journée. Les calories brûlées, le nombre de pas, le nombre d'exercices enregistrés et surtout cette application Fitness Stat ne vous laissera pas avec des infos bateaux. Je rêve qu'un jour, Apple intègre à santé ce que propose cette application que je vous présente aujourd'hui dans cette rubrique. Celle-ci se nomme Fitness Stat. Elle affiche vos données d'exercice d'une façon très simple, compréhensible et surtout très rapide à interpréter grâce notamment à une jolie interface colorée et intuitive. Il y a d'abord un résumé de l'activité physique pour votre journée avec les calories brûlées, le nombre de pas, le nombre d'exercices enregistrés ainsi que les performances pour chacun de vos exercices. C'est vous qui choisissez dans les réglages de l'application le type de données à afficher dans ce résumé. Un autre onglet affiche vos moyennes journalières sur une durée définie par vous. Par exemple, ce mois-ci, je remarque qu'en moyenne, je fais plus de 11 000 pas par jour. Là encore, c'est une bonne façon d'avoir une vue globale de votre activité physique. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher votre moyenne hebdomadaire ou mensuelle sur l'année. Ce que j'ai aussi apprécié chez cette application durant le test, c'est la possibilité de comparer vos données d'une semaine à une autre. Cela permet de visualiser vos progrès, ce qui est très encourageant, mais aussi si vous commencez à freiner les activités sans vous en rendre compte, l'application vous motive à faire pareil, voire mieux que la semaine précédente. En soi, c'est une bonne application pour observer son activité physique sur une période donnée et ainsi vous encourager à rester en bonne santé. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Prenez soin de vous, restez en forme et à la prochaine. D'enfants timides à entrepreneurs passionnés par le digital, ce soir nous sommes avec M. Mahamadou Kouma. Il est entrepreneur et le fondateur de Net Design, une entreprise qui se veut accompagner d'autres structures et surtout institutions dans leur transformation digitale. Bonsoir M. Kouma. Bonsoir. Bienvenue à TM1 sur le plateau de ce magazine. Merci de m'avoir accueilli. Oui, c'est un plaisir. Donc je le disais que vous êtes un passionné par l'entrepreneuriat mais surtout par le numérique. Comment est-ce que l'aventure Net Design a commencé? Alors, Net Design, ça a commencé quand je faisais mes études. En fait, à un moment donné, pour me faire un peu d'argent de côté, j'avais appris à l'université à programmer, donc en HTML, CSS, JavaScript. Et il y avait un site qui s'appelle Le Bon Coin, sur lequel je commençais à proposer mes services. Bon, j'avais pas trop de légitimité pour moi, donc je vendais vraiment à prix cassé. Genre 200 € à peu près pour concevoir tout un site web de A à Z. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir quelques commandes et j'ai commencé aussi à être plus confiant. Donc j'ai fait monter les prix petit à petit. Il a fallu faire un travail sur vous-même, sur votre crédibilité, la rentabilité. C'est ça. En fait, j'apprends une compétence, mais tu t'exposes au marché. Tu te dis, bon, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont plus professionnels. Tu ne te sens pas légitime sur le moment. Bon, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, les 200 €, ça ne le fait pas trop. J'ai voulu supprimer l'annonce parce que la fac commençait et j'allais pas avoir beaucoup de temps de me consacrer dessus. Donc, je me suis dit... Cela voudrait dire que votre projet entrepreneurial a commencé depuis les bancs? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, depuis même que j'avais 12 ans au Mali, souvent je réparais les téléphones, enfin, je jailbreakais, je dissimloquais. Et il y a beaucoup de gens qui venaient à la maison pour que je les aide à faire les configurations ou installer des applications un peu illégalement. D'accord. Oui, oui. Et finalement, l'entreprise, vous l'avez créée. Au début, quelles ont été les difficultés? Alors, les difficultés, c'est... bon, déjà, vous trouvez ses premiers clients. C'est pas facile. Donc, j'ai essayé plusieurs plateformes différentes. Des plateformes de job en ligne où les gens postent des petites annonces et tout. J'ai commencé un peu comme ça et puis de fil en aiguille, une fois que
tu fais un projet pour un client, c'est le premier client qui est difficile. Donc ça te donne des ouvertures et avec le bouche à oreille, ça peut partir assez rapidement. C'est vrai que vous l'avez dit, on peut deviner naturellement la réponse, c'est parce qu'il y avait une passion derrière depuis le début. Mais quelles sont aujourd'hui, au départ, quelles étaient les offres et aujourd'hui, quelles sont les offres? Ok, au départ, je faisais juste des sites web classiques. Ensuite, je suis parti sur des sites e-commerce un peu plus poussés. Et donc, par la suite, on s'est dit, bon, pour pouvoir ne pas faire des applications aussi, que ce soit mobile ou des applications web destinées aux entreprises. Parce que je me suis dit qu'au final, c'est les entreprises qui ont le plus d'argent à mettre dans ce genre de projet. Et donc, on va concevoir des solutions qui visent les entreprises. D'où la création des différentes SaaS. Au jour d'aujourd'hui, il y a des sites web, il y a des applications, il y a des solutions SAS, il y a l'automatisation. J'ai envie de dire que c'est un peu du déjà vu, dans le sens où on a énormément d'entreprises qui se font exactement pareil que vous. Okay. Mais qu'est-ce qui diffère Net Design des autres? Ok. En fait, je vois que il y a beaucoup de sociétés ici qui proposent des offres, des solutions qui sont préconçues, où il y a des solutions qui existent type Odoo, où on va faire des assemblages visuels et proposer aux clients. Mais quand il va s'agir de faire des projets très poussés qui ont vraiment des spécificités différentes, il faut vraiment avoir une maîtrise du code et de l'architecture des logiciels. Donc pouvoir concevoir des solutions sur mesure en partant de zéro, ça tout le monde ne peut pas le faire. Et aussi les solutions qu'on voit souvent sur le marché, franchement, il suffit de voir le design de nos systèmes et voir les autres systèmes, tu vas voir une très grande différence. Okay. Nous, ce qu'on fait, on développe, on a la maîtrise sur toute l'architecture, on peut faire des projets très très poussés et vraiment sur mesure pour les sociétés. Il y a cette différence qui se crée un peu. Donc pour vous, les autres ne sont pas assez poussés, mais vous l'êtes assez. Bon, on trouvera tout le temps des bons profils. Moi-même, je travaille avec des développeurs vraiment qui m'ont marqué. Je ne pensais pas trouver ce genre de profil au Mali. Mais c'est vrai que c'est rare parce qu'on le voit avec beaucoup de nos clients. Dans beaucoup, on reste sur l'interface, c'est ça? Oui, l'interface, l'architecture, tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas que le visuel devant les produits. Il y a beaucoup de travail en amont concernant l'architecture, la base de données, ainsi de suite, quoi. Mais en fait, je le vois quand on se confronte aux clients, les solutions qu'ils utilisent actuellement, l'interface est vraiment des interfaces anciennes qui ont besoin d'être rénovées un peu. Et on le voit quand on va proposer nos solutions à des cliniques qui sont un peu réticents, qui repoussent un peu nos rendez-vous, mais au moment où ils sont face à nos systèmes, ils voient vraiment une différence. Ça se voit à leurs yeux. D'accord. Donc, pour la différence chez vous, c'est surtout le fait que vous avez des solutions qui sont vraiment adaptées, qui sont très poussées. Maintenant, vous avez parlé de quelque chose de très important qui est le domaine de la santé. Vous avez parlé des cliniques. Parce que oui, vos solutions vos solutions sont destinées à l'éducation, à la santé et à plein d'autres secteurs. Mais l'éducation et la santé sont des domaines qui sont assez sensibles parce que là, c'est des données personnelles qui sont traitées. Donc, quelles sont les protections qui sont mises en œuvre à votre niveau? D'accord. En fait, nous, on se propose comme concepteur de la solution. Donc, en matière de sécurité et de chiffrement, on utilise les dernières technologies de chiffrement, mais nous ne possédons pas, souvent, nous ne possédons pas directement les données de nos clients. Il y a des clients qui nous appellent, qui nous disent « Ok, nous, on veut être propriétaire de nos données à 100%. » Donc, on développe la solution, on va sur place et on le met sur leur propre serveur qui gère les données sur place. Ça veut dire que ça ne transite pas par vous? Non, non. Dans certains cas, dans le cas d'un SaaS, oui. Dans le cas d'un SaaS, ça peut transiter par nous. Maintenant, les données sont toutes chiffrées et backées sur le cloud. Mais sur demande spécifique, oui, on peut le faire vraiment sur mesure et avec vos propres bases de données. Au-delà de la santé et de l'éducation, quels sont les secteurs qui sont prioritaires à votre niveau? Ok, prioritaire, en fait, on veut vraiment créer des solutions pour tous les domaines, différents et variés. Et souvent, ça va dépendre de la demande, mais prioritairement, on se dit qu'on veut s'attaquer au commerce général, le secteur de la santé, parce qu'on voit qu'il y a une traction là-bas, et l'éducation aussi.
vous avez plusieurs services, vous l'avez cité en amont, on a notamment développement sur mesure, site web, ERP, automatisation, mais lequel est le plus demandé par vos clients? Alors, je pense que ça va être plus les solutions de gestion pour les commerçants. Gestion intégrée. C'est ça, gérer son stock, les commandes fournisseurs, les ventes, faire des factures, devis, ainsi de suite. Et puis, bon, les sites web, oui, ça va, mais c'est pas ce sur quoi on met le plus l'accent. Et sur quoi vous mettez le plus l'accent? Ça, c'est nos SaaS, les SaaS. Bon, et c'est surtout quoi l'avantage du SaaS? Ok, en fait, souvent, quand je viens proposer, on est au Mali et les gens ont leur pouvoir d'achat, bon, peut-être un peu bas que la moyenne, mais en fait, le SaaS te permet de prendre un abonnement mensuel pour un logiciel. Ça peut aller de 10 000 francs par mois, 15, 20 000, 30 000 par mois, en fonction des besoins. Donc, c'est ce qui rend accessible le système à presque tout le monde, tous les commerçants, plutôt que de vendre à plusieurs millions qui ne peut pas être accessible à certains types de Donc, c'est à cause du caractère économique que c'est le plus prisé. Voilà, le caractère économique, bien sûr. Parce qu'en plus, les SaaS, ça peut devenir une solution scalable rapidement. Par exemple, trouver un client à qui vendre un produit à 2 millions, 3 millions, ça peut prendre du temps de mise en place. Alors qu'un SaaS, une fois que c'est fini, donc maintenant on se focus que sur le marketing et puis on suit le nombre d'abonnements. Et normalement, quand tu proposes un bon produit et que tu fais des mises à jour de manière constante, les gens n'ont aucune raison d'arrêter de payer leur abonnement. Ils n'ont aucune raison d'arrêter, surtout d'arrêter ce partenariat. Maintenant, concernant vos solutions SaaS, lequel est le plus prisé? Alors, en fait, si vous voulez, les SaaS, on a commencé les développements il n'y a pas très longtemps. Je faisais vraiment du sur-mesure pour des sociétés, comment dire, de transport logistique qui sont basées en Chine ou à l'étranger, des applications de transfert d'argent que je faisais sur mesure. Mais les SaaS, c'est une idée qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois. On est en train de mettre en fait sur le marché les solutions même. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'au Mali, le sur-mesure ne se vendait pas comme il le faut? Ça se vend, mais c'est vrai que ça ne va pas aussi vite que les SaaS, quoi. Mais il y a le besoin. Comment est-ce que vous adaptez vos solutions aux besoins? Alors, aux besoins spécifiques, je dirais, des Maliens, mais pas forcément parce que c'est plutôt celle des entreprises. Oui, oui. Et en fait, chaque société a ses spécificités. Et je peux proposer une solution globale, mais tu peux avoir un petit point qu'un client va te demander. Par exemple, nous, on a proposé un système de gestion pour les cliniques. On a essayé de mettre vraiment beaucoup de modules différents et variés. Mais tout récemment, on nous a demandé de mettre la gestion de stock intégré, la gestion de pharmacie. Donc ça, c'est vraiment quand on communique avec le client qu'on peut voir ces différents points et l'intégrer par la suite. Justement, donnez-nous un exemple de projet ou sinon je dirais de solution que vous avez fait pour un client, ou sinon que vous, notamment à travers les solutions SaaS, pardon, qui marche très bien, qui est très prisée, et notamment par vos clients. Ok, une solution sur mesure qu'on a fait pour un client qui a été un défi de taille pour nous. On a une société de logistique en Chine qui, donc maintenant en fait, les Maliens commerçants envoient leurs colis en Chine. Donc maintenant, c'est Cargo s'occupe de l'acheminement jusqu'au Mali. Donc la solution qu'on leur a créée permet en fait de répondre aux messages. Par exemple, ils reçoivent un colis tout de suite. Ils prennent la photo du colis, c'est intégré dans l'application. Et juste en saisissant le numéro de téléphone du client, directement le client reçoit une notification sur WhatsApp en disant « Nous avons bien reçu votre colis ». Une fois qu'ils mettent le colis dans le conteneur, le client reçoit un nouveau message. On se connecte aussi à l'API des compagnies maritimes. Donc maintenant, pour suivre le conteneur en temps réel de la Chine jusqu'au Mali et prévenir le client en temps réel. Donc, un peu un système d'automatisation où on a les informations en temps réel, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc eux, ça leur permet vraiment, parce que dans une journée typique, ils ne font que répondre aux messages des clients en disant où est mon colis, quel est le statut de mon colis, c'est où, c'est dans quel pays. Si chacun est averti à temps, tout le monde est averti en temps. De là où se trouve son colis, c'est ça. C'est un gain de temps. Effectivement. D'accord, c'est parfait. Alors, vos solutions touchent les domaines sensibles, donc je le disais, mais est-ce que dans la santé,
Est-ce que, franchement, les cliniques ou sinon les hôpitaux que vous approchez sont réceptifs par rapport à ce que vous leur proposez? Alors, ça dépend. Vous savez, le changement, c'est pas quelque chose de facile, hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont des réticences. Oui, il y a certains qui ont des réticences. Il y a oui, certains qui ont des réticences naturellement. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Parce que là, pour les cliniques qui l'adoptent, donc je pense qu'au fur et à mesure, quand on se fait un peu de nom, ils vont s'en parler entre eux. Ils vont finir par y adhérer. C'est le début qui est difficile. Donc, on essaie de faire entrer les premières cliniques. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont y adhérer. Au jour d'aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Vous nous avez expliqué les défis au départ, qui étaient surtout avoir les premiers clients. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quoi les défis? D'accord. Il y a plusieurs défis. Dans une société, quand on lance une start-up, ici, il faut qu'avant d'être en croissance et faire entrer de l'argent, il y a des charges qui sont à payer. Il y a des commerciaux qui vont sur le terrain. Il faut être suffisamment assis pendant une période pour soutenir l'entreprise. C'est ça. Et cette période-là, c'est pas facile. Chaque jour, tu peux te dire, OK, maintenant, si on ne vend pas tant, que va devenir la société? Donc, pour ça, il faut vraiment avoir ce leadership de vraiment donner l'énergie qu'il faut à l'équipe pour qu'il soit vraiment en forme sur le terrain, ça puisse vendre pour tenir la société. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour ça qu'on dit qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour entreprendre? Il faut énormément de préparation avant. Bien sûr, bien sûr. En fait, être entrepreneur, je pense, c'est résoudre des problèmes, savoir résoudre des problèmes tous les jours de manière constante, des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Maintenant, quelle est la vision de Net Design? Alors, les produits que nous proposons, que ce soit les SaaS, les systèmes de gestion sur mesure, ne sont pas figés. On peut, je pense, à court et moyen long terme, on veut s'étendre en Afrique de l'Ouest francophone, peut-être ouvrir des filiales là-bas pour toucher plus de clientèle et puis aussi apporter notre contribution quand même à notre modeste échelle au développement du pays. Donc si on arrive à digitaliser un maximum de sociétés, je pense qu'on aura aussi apporté notre pierre à l'édifice. Vous voulez vous étendre en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous vous êtes assez étendu au Mali? Non, pas encore. On s'occupe du Mali pour le moment. Mais on se dit aussi que voilà, il y a certains pays à côté qui sont un peu plus développés au niveau technologique, qui seront moins réticents à adopter nos produits. Mais oui, on se concentre sur le Mali. Je pense qu'il y a beaucoup à faire ici encore. Et après, voilà, on va s'étendre sur d'autres pays. Effectivement, vous avez ce rêve-là qui est de contribuer quand même à la digitalisation d'énormément d'entreprises parce que vous ne vous limitez pas qu'au Mali, en Afrique, mais vous dites également contribuer à l'employabilité des jeunes. Dites-nous comment. Bien sûr. Alors déjà, on le fait beaucoup en recrutant beaucoup de jeunes avec nous. Actuellement, on doit être 9 personnes dans l'équipe. Et c'est des personnes vraiment que... Bon, il y a certaines qui viennent, qui partent, mais je pense qu'à cette échelle-là, le fait de les avoir avec moi, oui, je contribue à... Oui, vous contribuez à une formation quelque part et aussi à votre niveau, le nombre que vous pouvez. C'est ça. Et plus la société va se développer, plus on va recruter plus de personnes et plus, je pense, on va apporter aussi notre pierre à l'employabilité au Mali. Ok. Est-ce que finalement, c'est évident d'être entrepreneur au Mali? Non, non. C'est pas évident d'être entrepreneur tout court, mais au Mali aussi, oui. En fait, il y a souvent beaucoup de coups bas. Les gens ne sont pas très coopératifs. Ils voient la menace arriver de tout part, alors qu'on peut s'unir pour créer des synergies qui n'existent pas encore et qui peuvent profiter à tout le monde. Mais les gens voient la concurrence tout le temps en négatif. Mais la concurrence a ses côtés positifs aussi. Merci beaucoup, Monsieur Kouma, pour ces éclaircissements, notamment sur Net Design et surtout sur l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, il vient de vous le dire, ce n'est pas facile d'être entrepreneur, ce n'est pas facile de gérer une entreprise et au Mali, il y a énormément de défis. Alors pour vous qui voulez vous lancer, réfléchissez-y à 2 fois, préparez-vous énormément parce que vous allez énormément tomber et il faut énormément de courage pour se relever après être tombé. On se dit à la prochaine fois.